porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show où on aime bien détester les trucs pas bien, et inversement. Ce podcast va donc parler de ciné, comics, jeux vidéo, parfois de politique, et même d'économie, il me semble, cette semaine. Je m'appelle Daniel Andreev, alias Camille Robotique sur Twitter, et pour animer ce talk show avec moi, j'ai mon ami Benjamin François, de l'autre côté de la Terre, live depuis son bunker, plus 9 de décalage horaire. À chaque fois je me gourre, donc je sais que c'est plus 9 de décalage horaire. C'est plus 9, ouais, Los Angeles. Donc on est effectivement After Eight. Bonjour Benjamin. Bonjour Daniel. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va pas mal. Je suis occupé la tête dans les papiers, mais je vais en parler un peu plus tard. Ah, génial. Donc nous allons ensemble nous attaquer à la construction, à la déconstruction et même à la destruction de la pop culture, rien que ça. Et notre discussion du jour va porter sur Ubisoft et leurs jeux. Faut avouer quand même que c'est un peu leur période, on parle que d'eux en ce moment. Ah, ils font un peu la une. Hein. Ah ouais, ça c'est clair, hein. On entend que parler d'eux, et que ça soit en termes économiques ou en termes de jeux. C'est assez incroyable. Et mais tout d'abord, Quix, tu me parlais de paperasse là. Comment ça va depuis la dernière fois ? Update-nous là. Alors, ce qui se passe, c'est que... C'est quoi ta story là ? Et depuis le 19 janvier, c'est tax season aux USA. Et donc, c'est jusqu'au 18 avril. Du 19 janvier au 18 avril, le contribuable américain doit faire sa déclaration d'impôt. Alors, je t'arrête tout de suite. Là, en France aussi, on va bientôt aussi payer, on va déclarer nos impôts. C'est quoi quelle est la différence là ? Pourquoi est-ce que c'est un si gros événement et que ça te demande autant d'énergie ? Alors, la principale différence, c'est que aux États-Unis, ta déclaration, on te la présente comme un tax refund. C'est-à-dire qu'une occasion où on va te rendre de l'argent. Donc, c'est quand même assez différent par rapport à la France où tu sais que tu vas être prélevé. Aux USA, histoire de faire passer la pilule un peu plus facilement, on te donne en début d'année un W2, c'est un document récapitulatif qui indique la totalité de l'argent que tu as touché, tes divers émoluments en travaillant, et les sommes que tu as déjà payées, parce que l'impôt sur le revenu... Et tout est déclaré, tout est pré-déclaré donc. Et voilà, et les sommes que tu as déjà payées sont prélevées à la source, en fait. Tu peux faire des ajustements, donner plus ou moins d'argent si tu veux, mais tu as un prélèvement à la source. Et le refund, c'est l'occasion pour que l'État te rembourse tout l'argent qui t'a prélevé en trop. Parce qu'ils partent du principe que, de base, l'État va prélever trop. Alors, dans les faits, c'est pas toujours le cas. Moi, ça fait 3 ans d'affilée, que je paye un supplément parce que j'étais pas assez prélevé. Mais là, cette année, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, donc je donne plus d'argent à chaque bulletin de salaire, et là, je vais enfin récupérer de l'argent. Mais, là encore, en spécificité américaine, quand en France, tu vas sur le site impôt.gouv.fr, tu fais 3 clics et t'as fini. Bon, c'est un peu plus compliqué quand t'es auto-entrepreneur, c'est un peu plus compliqué quand t'es chef d'entreprise, mais quand t'es un salarié de base dans une entreprise, généralement, c'est quand même assez simple. Et ben, aux États-Unis, c'est imbitable. C'est tout un tas de paperasse, archi compliqué, des formulaires à imprimer sur le site de l'IRS, qui est le fisc américain. Des PDF de 50 pages, c'est ça ? Exactement. Et tu dis 50 pages, mais tu exagères à peine. Ma déclaration d'impôt fait 40 pages. Bon, je suis un peu un cas particulier parce que j'ai des comptes en banque en France encore en tant qu'expatrié, mais c'est loin d'être simple. C'est pour ça que beaucoup de gens font appel à un comptable. Il y a une entreprise qui a pignon sur rue qui s'appelle H&R Block. Ils ne font que ça, ils remplissent les déclarations d'impôt des particuliers. Ou alors, ils passent par un logiciel qui s'appelle TurboTax, qui est édité par Intuit. Intuit, c'est la boîte qui faisait Quicken, c'était un logiciel de gestion de budget dans les années 90, je sais pas si ça existe encore. Mais à l'heure actuelle, TurboTax, c'est un peu leur vache à lait, parce que tous les ans, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Et toutes les tentatives de simplifier le paiement de l'impôt américain sont bloquées par le lobbying, non seulement de Intuit, mais aussi des comptables. Parce que ça a l'air vraiment très compliqué quand tu le dis. Hein. Ça prend des heures. La première fois que j'ai voulu le faire, je m'y suis arraché les cheveux pendant 8 heures sur TurboTax. Et j'ai fini par abandonner et j'ai contacté un comptable qui m'a facturé évidemment une belle petite somme pour déclarer mes impôts. Les années suivantes, j'ai utilisé TurboTax en me basant sur ce qu'il avait fait, mais alors que c'est déjà pré-rempli d'une année sur l'autre, ça me prend encore 3 ou 4 heures à chaque fois. Oh la vache. Et tu t'en sors maintenant ou c'est pour ça ? Est-ce que tu stresses ? Alors, je stresse pas trop, je stresse d'autant moins que cette année, je vais récupérer de l'argent, donc là, je suis plutôt content. Mais à chaque fois, c'est une petite galère de passer 3 ou 4 heures à faire ta déclaration. C'est toujours super relou. Donc bon, en France, on se plaint, mais au moins, on n'y passe pas des heures. Et tu sens que cette année, ça va bien se passer, là ? Oh, je pense que cette année, ça va pas être forcément plus compliqué que les autres, mais ça va encore me prendre des heures. Donc bon, je suis pas forcément super impatient à l'idée de le faire. Bon, et toi, Daniel, alors, what's up ?
Quoi de neuf? Toi aussi les impôts ou autre chose? Alors écoute, non, moi c'est pire, c'est les comédies françaises. Comme tu sais, c'est mon dada. J'écris tous les ans un article sur Slate où je classe les comédies du meilleur au pire. En fait, c'est ça, toi, ton cauchemar annuel. Ouais, un peu. Mais en même temps, j'y prends plaisir. Hein, faut pas croire. Et c'est parfois une épreuve de force et beaucoup d'organisation parce qu'il faut quand même, c'est une 50aine de films à voir. Tout ça pour un seul article. C'est mon article le moins rentable de l'année. Je sais qu'il est très lu, mais c'est vraiment qui est. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Bah ouais, tu additionnes au moins 40 films ou 50 films, plus le temps de rédiger, le temps de remettre ses idées en place et tout, c'est quand même du taf. Et là, bizarrement, j'étais en vacances en janvier, et donc il y a plein de comédies que j'ai laissé tomber, pas que je vais pas les voir, mais je pense que ça va être direct ou DivX pour beaucoup. Et là, ou direct ou DVD pour nos amis. Direct ou VOD, puisque tu fais les choses dans la légalité. Et merci. Et en fait, là, donc j'ai repris le taureau par les cornes, comme tu sais très bien le dire. Et du coup, je suis allé en salle, je suis retourné en salle pour aller voir des comédies. Et c'est très compliqué parce que tu ressors, parfois t'as des salles qui rigolent. Je suis allé voir la comédie basée par Marie-Lou Berry, basée sur la BD de Pénélope Bagieux qui s'appelle Joséphine s'arrondit. Et ça, c'est une suite que Marie-Lou Berry a écrit. Je sais pas si elle l'a écrit, mais en tout cas, elle l'a réalisé. Et tu sais, toute la salle était riait et tout, alors que c'était vraiment un film d'une nullité. Et donc, je me suis dit, putain, mais je pense aux gens qui étaient supporters du PSG, les mauvaises années, tu sais, quand ils étaient en bas de classement, genre 18e, 19e. Et tous ces matchs qui se terminaient en 0-0 et les années Chirac, non? Ou c'était plus tard? Non, c'est même plus tard, mais les années Paoletta, comme on dit. Ah ouais. Et il regardait la balle littéralement passer pendant 90 minutes et je les voyais mes potes dépités. Et il me dit tout ce temps qu'on a passé, mais non, on aurait mieux fait de filer tout cet argent à un village d'Afrique. Et du coup, la comédie française, souvent, c'est ça me donne cette impression. Et la dernière que j'ai vue, en fait, le ton de l'année, c'est quand même les suites. Parce que il y a le trailer de Visiteur 3 là qui vient quel cauchemar, qui vient d'être diffusé. Et c'est très bizarre parce que ce trailer, tu vois Jacouille la fripouille qui est en train de dire mais c'est nul ça, mais il n'y a plus de bouton, le bouton jour nuit. Et donc il a déjà une dimension. Tu remarques la très mauvaise imitation de Christian Clavier. Mais ils ont basé leur teaser sur jour-nuit en plus. C'est ça qui est fou. Le premier teaser. Ce qui est génial, c'est que vraiment, c'est complètement méta, quoi. C'est vraiment dans la référence de la référence. Je pense qu'ils vont aller dans le mur. En plus, si un jour Sylvie Testu va me faire rire, je pense que ce jour n'est pas arrivé. et là, j'ai été voir Pattaya. Et Pattaya, je peux le dire sans rougir et je peux l'affirmer même. C'est sans doute les 20 meilleures premières minutes d'une comédie française cette année. C'est vraiment hilarant parce que c'est un peu la suite des Kaira, c'est la même équipe. Parce qu'ils ont une espèce de proto-film de banlieue LOL en fait et ils déclinent ça de film en film et c'est génial en fait. Il y a plein de raisons de faire de la bonne comédie dans la banlieue. L'année dernière, il y a eu Comment c'est loin d'Orelsan qui était vraiment très très bien et qui tentait un peu la comédie à Pato. Mais c'était vraiment une comédie Comment c'est loin? Ah ouais, c'est clairement une comédie, ouais. D'accord. Mais c'est une comédie mais sur fond de 8 Mile dépressif quoi. C'était vraiment du niveau Apato de grande période pour moi. D'accord. Vraiment, je rigole pas. C'est vraiment un très bon film. Et au top de mon classement Slate de l'année dernière. Ouais. Et là, Pattaya, donc 20 premières minutes géniales, avec beaucoup de parodies de télé, même des émissions passées, genre l'île de la tentation qui devient l'île de la Ken, avec des gros balèzes qui disent ce soir je vais Ken. Tu vois, c'est vraiment très très premier degré. Ou alors il y a un nain. Et ils le poursuivent et ils veulent l'attraper. Alors ils prennent ils prennent le filet d'un but sur un terrain de foot et ils le balancent. Ils attrapent le nain dans le filet et ils lui font croire. Au bout d'un moment, ils lui font croire que ils vont à la Mecque, mais en fait pas du tout. Ils vont à Pattaya parce que ils vont s'éclater là-bas. Il y a aussi les meilleures 2 minutes de Gad Elmaleh au cinéma, je pense, puisqu'il fait un maître de Muay Thai. Il enseigne le Muay Thai aux nains. Et Gad Elmaleh est drôle dans un film alors? Non mais Gad Elmaleh est très drôle en fait. C'est juste qu'il est très très mal utilisé. Hein. Ouais. Et il y a un singe, il fait des câlins en singe. Il est vraiment très 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 drôle.
Et le problème, c'est dès qu'ils arrivent, c'est comme tous les films dès qu'ils se passent à l'étranger, dès qu'ils arrivent à l'étranger, ça devient nul. On pense au Tuche 2, enfin Tuche 2 c'était nul avant. Les profs 2 mec, les profs 2. Les profs 2, enfin Astérix ils vont en Angleterre, ça devient nul. Babysitting 2 mec. Babysitting 2, vraiment genre dès qu'ils mettent le pied à l'étranger, ça devient naze. Ouais. Et là ça devient vraiment très naze, et le seul axe comique de ce film, c'est les nains sont chelous. Et au bout d'un moment, c'est les gros, c'est des monstres. C'est vraiment ça, les deux seuls axes comiques qu'il y a dans mais le nain, en plus, c'est un mec de la team des Kaira. Enfin, il me semble que... oui, c'était le nain de la team Kaira, mais là, ils ont swappé le nain. C'est un nain, ils ont pris un nain arabe. Ah, c'est un autre gars, d'accord. Ouais, et il lui ressemble un peu, mais pas du tout, en fait. Il ressemble un peu à Tyrion, mais en basané, en fait. D'accord, c'est bizarre. Et il joue très bien, en plus. C'est le mec, les acteurs jouent très bien, hein. Il y a vraiment, mais l'autre gars était pas Sabrina dispo, Ouazini, en plus, qui joue la meuf Kaira qui tabasse son mec. Elle est hilarante, mais tu la vois que pendant les 20 premières minutes, quoi. Et voilà. Et du coup, je suis en train de me dire que, tu vois, parfois, la comédie française, il faut rechercher ces moments d'allégresse et de bonheur. Parfois, c'est juste 20 minutes dans un film, mais 20 minutes, c'est énorme par rapport à l'échelle des films que je regarde. Il y a jamais un truc parfait, mais là, 20 minutes, écoute, je les prends. Ah bah, je te confirme. Je te confirme parce que, ouais, moi, des comédies françaises, j'en ai pas vu beaucoup l'année dernière. Bon, j'ai vu Babysitting 2 grâce à toi. Merci. J'ai vu Les Profs 2. Honnêtement, 20 minutes, j'ai pas eu ça dans les deux films cumulés. J'ai pas eu 20 minutes de bon, quoi. Ah bah là, j'ai vraiment rigolé. C'était bête, c'était comme il fallait. C'était les Kaira 2, qui est un très bon film d'ailleurs. Enfin, je veux dire, à l'échelle de la comédie française, c'est vraiment, il y a beaucoup de, ça devient bien jusqu'à ce que le nain décide de faire acteur de film porno et il disparaît du film. Et ils ont un truc avec les nains, ces mecs-là, c'est incroyable. Enfin, les gens de petite taille, parce qu'en plus eux ils disent nains tout le temps. Les gens de petite taille. Donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler de comédie française, et j'ai hâte un jour que ça devienne ma reco, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais c'est 20 très bonnes premières minutes. D'accord. Et bah voilà, ça c'était My Story So Far de cette semaine. Et alors Quix, notre discussion de la semaine va porter sur Ubisoft. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Assassin's Creed, Far Cry Primal, The Division et puis les lapins crétins aussi, soyons fous. Ubisoft, c'est un peu leur année, mais c'est leur année chaque année. À chaque fois, c'est quelque chose de différent qui leur arrive, et c'est un peu le fleuron de la France. C'est beaucoup de promesses chaque année aussi, surtout. C'est beaucoup de promesses chaque année, et vraiment, on peut dire qu'ils sont toujours au cœur de la tempête. Et là, tout le monde parle de The Division qui cartonne juste après Far Cry. D'ailleurs, je me demande même pourquoi sortir de si grands jeux côte à côte. Vraiment, c'est une stratégie de. C'est vrai que c'est une stratégie commerciale très bizarre. Primal est sorti il y a quoi, 3 semaines? Ouais, exactement. Et là, ils sortent The Division. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre parce que ça s'adresse en plus quand même à des publics plus ou moins similaires. C'est vraiment, ouais, je comprends pas trop leur stratégie, mais. Écoute, c'est une compagnie quand même qui est acculée en ce moment, puisque tu l'as, les gens l'ont sûrement vu. Il y a Yves Guillemot qui s'en prend plein la gueule, avec les menaces d'OPA de Bolloré. Et je me demande si ça doit pas jouer dans leur manière de. En même temps, c'est des choses qui sont planifiées depuis très longtemps. Donc je me demande. Mais là, il y a la fin de l'année fiscale, alors c'est normal que t'aies des gros jeux qui sortent, mais en sortir 2 comme ça consécutivement à 3 semaines d'écart, qui s'adressent à un public plus ou moins similaire, même si bon, il y en a un qui est massivement online et l'autre qui reste massivement entre guillemets solo. FPS. Hein, ouais, voilà, massivement solo, ouais. Je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle quand même dans cette stratégie, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein. Et en plus, en annonçant dans la foulée qu'ils ne sortent pas d'Assassin's Creed cette année, ça y est, ils zappent enfin une année Assassin's Creed, tout ça pour sortir Assassin's Creed le film, tu vois. Ouais, mais c'est pas une mauvaise idée, mais d'un autre côté, ils ont annualisé Far Cry, donc... Alors, le truc qui s'est passé avec Assassin's Creed, c'est que il y a eu... maintenant que j'ai un trou de mémoire... celui qui devait prendre la place d'Assassin's Creed une année et qui a été retardé. Watch Dogs, voilà. Pourquoi j'ai oublié Watch Dogs, je ne sais pas. Et il y a... le 2 arrive bientôt.
Watch Dogs devait prendre le spot de Assassin's Creed, et Assassin's Creed devait être décalé d'une année. Ouais, et il devait malheureusement, alterner, Watch Dogs a été retardé. Watch Dogs, il a l'air d'avoir été bricolé, vraiment, c'est de briques et de broc. Et quand tu y rejoues, c'est assez horrible. En fait, alors Watch Dogs. Alors, est-ce que on va faire le point. Watch Dogs, est-ce que tu l'as fait? Je l'ai fait. Alors, Watch Dogs, je l'ai fait avant de faire GTA V. Est-ce que tu as fait Assassin's Creed, tu es, je crois, à jour? Je suis à jour. Je les ai tous faits. J'ai terminé Syndicate il y a quelques semaines. Et donc, juste pour préciser à nos auditeurs, t'es un peu un mec qui joue les jauges, quoi. Toi, les jeux à jauge, tu kiffes ça, quoi. En fait, pas forcément, mais si tu veux, Assassin's Creed, j'arrive toujours pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui me plaît dans Assassin's Creed. J'arrive assez facilement. Moi, je peux te dire qu'aussi que t'es un mec à jauge, parce que t'as fini Batman, Arkham Knight, t'as fait tous les putains de... J'ai fait Arkham Knight à 240%, c'est-à-dire que tous les trucs du Riddler complètement nuls, et puisqu'il a Mais c'est pas vrai, ils sont pas complètement nuls les trucs du Riddler, et c'est ça la grosse différence entre Arkham Knight et tous les jeux Ubisoft, c'est que Arkham Knight, tous les trucs du Riddler, il y a une énigme pour récupérer le truc du Riddler. Aussi nulle soit-elle, des fois c'est une petite énigme de rien du tout que tu comprends en 3 secondes, c'est pas The Witness, mais à chaque fois il y a un petit quelque chose, il y a un petit élément. Ah non, c'est clairement pas Witness. Un petit mystère, un tout petit truc de logique à faire, alors que Assassin's Creed, bah t'as 300 coffres et puis vas-y. Écoute, Assassin's Creed, moi je sais très bien ce qui me plaît, quoi. Moi, j'aime assassiner en jeu vidéo. Genre, pour moi, le facteur X d'un jeu vidéo, c'est tuer. Est-ce que c'est fun de tuer? Et dans Assassin's Creed, tu le fais. Et en plus avec l'alibi culturel et histoire, tu vois, c'est un peu comme les gamins qui disaient à leurs parents, oh, achète-moi un ordinateur, je vais faire des jeux culturels, et à la fin tu finis par faire tu finis par Call of, tu vois. Alors il y a de ça, mais ce que j'aime le plus, génial. Ouais, ce que j'aime le plus dans ces jeux-là, je pense que c'est surtout la liberté et le côté t'es lâché dans un monde et tu peux faire entre guillemets ce que tu veux, ce qui est complètement faux parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Mais ouais, tuer pourquoi pas, même si dans les derniers épisodes d'Assassin's Creed, tu peux plus tuer tout le monde. Ouais. Oui, tu peux plus être un assassin. Voilà, les passants. Tu peux plus juste planter ta lame fantôme dans le dos d'un passant, tu peux plus. Alors, tu peux toujours les tuer avec une arme à feu par exemple, mais et là je vais dire un truc horrible, mais les enfants quand tu les croises dans la rue, tu peux pas les tuer. Et même si mais sinon ils auraient pas mis d'enfants, hein, tu sais. Ouais, c'est comme ça même si personnellement, voilà, c'est pas j'ai pas l'intention de tuer des enfants, y compris dans les jeux vidéo. Même les animaux, ça me fait pas forcément marrer de les tuer dans les jeux vidéo, mais le fait qu'on te bride et qu'on t'empêche de le faire, je trouve ça profondément débile en fait. Il y a un autre truc dans Assassin's Creed, il y a pas que l'assassinat. Le contexte historique est vraiment chouette. Et c'est pour ça que Assassin's Creed 2, c'est toujours le préféré de tout le monde. Parce alors que moi, c'est Brotherhood mon préféré, mais oui. Oui, enfin, toute la saga 2, quoi, enfin. Révélation moins, parce que Révélation était un peu paresseux, j'avais trouvé. Mais c'est vrai que le côté historique, le côté, quel contexte débile ils vont nous trouver pour qu'on puisse interagir avec, je sais pas, avec Karl Marx ou avec Napoléon, c'est toujours rigolo, quoi. Et oui, et puis alors, parfois, alors ça c'est surtout dans les derniers, c'est que les personnages historiques sont complètement... Enfin, je veux dire, Karl Marx, il fomente des assassinats, Napoléon, j'adore Napoléon, il ressemble à Han Solo, il connaît tous les passages secrets à Versailles. Ah, c'est assez fou. C'est moi en tant que fan d'histoire, j'adore ça, quoi. Et les jeux en eux-mêmes, j'arrive à y jouer parfois sans réfléchir, tu sais, d'instinct. C'est-à-dire, tu te diriges vers un réticule, comme souvent dans les jeux Ubisoft. Tu es en mode automatique. Tu te diriges vers un réticule, tu le fais, et t'as une map avec des milliards de conneries à faire. Récupérer des cocardes, récupérer des anneaux, des bracelets. Je te parle de Far Cry, là, genre, tu récupères, ouais. Tu dois casser des masques. Il y a toujours plein de conneries à faire. L'ADN même d'un jeu Ubisoft, c'est une map. Ouais, et ça commence à me faire chier, vraiment. Et pourtant, je te dis ça alors que j'ai platiné Unity et même Syndicate. Mais Far Cry 4 que je suis en train de faire en ce moment, là, je suis en train d'y jouer. Ça, c'est intéressant parce que tu fais Far Cry 4. Moi, je viens de finir Primal. Voilà. Moi, je fais toujours les jeux Ubi avec plusieurs mois de retard parce que je joue sur PC. Donc, si je veux avoir un jeu un petit peu débugué et pas trop moisi, pas trop injouable, je suis obligé d'attendre plusieurs mois. Le hater. Oui, parce qu'en plus, ils se sont pris des backdrafts. L'année dernière, c'était leur anus sur Obilis, puisqu'ils se sont pris les backdrafts pour Unity.
pour Unity et ensuite l'autre. Mais Unity était buggé partout surtout. Hein. Unity, il était pas buggé que sur PC, il était buggé partout. Ah, moi, j'ai vraiment eu pas énormément de bugs. Évidemment, il y avait pas le travail de finition du 4, quoi. Le 4 moi, à était l'inverse, super, j'ai eu moins de bugs sur Unity que sur Black Flag, et Black Flag, c'est peut-être l'épisode que j'aime le moins de toute la saga. Non, encore moins pas que le le 3. Ah, non, mais le 3 est vraiment nul à Yesh. Le 3, je le déteste, mais je pense que je me suis encore plus ennuyé sur le 4. Mais le 4, c'est vraiment le jeu Ubisoft par excellence, c'est-à-dire et moi ce que j'appelle l'essence Ubisoft, c'est-à-dire c'est pas des je crois que j'en ai pas désolé pour ceux qui me suivent aussi sur le podcast No Game. Les jeux Ubisoft, c'est pas tu joues pas leur vie, tu joues pas des personnages, tu vis des univers. C'est l'univers qui est plus important que le personnage et le 4, c'est le summum d'un jeu Ubisoft et j'ai retrouvé ça un peu dans Primal, c'est-à-dire l'histoire. Mais ça, c'est très vrai ce que tu viens de dire. L'histoire, tu t'en fous et t'es là pour jouer un contexte, t'es là pour chasser les mammouths, t'es là pour chasser le cachalot, t'es là pour appuyer sur un bouton et tout d'un coup les marins se mettent à chanter et pour moi c'est une des killer apps absolues d'un jeu vidéo. Mais ce que tu dis est complètement vrai. T'as les marins. Et d'ailleurs, c'est symptomatique dans Watch Dogs, parce que dans Watch Dogs, les personnages sont nuls à chier. Ils sont super mal écrits. Le scénario vaut pas tripette. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Tu fais bien d'en parler. Dommage, parce que Watch Dogs, c'est clairement le scénario qui est vraiment à l'ouest, puisque genre tu dirais que c'est un draft qui est passé au propre, genre le mec il va sauver sa nièce. Mais tous les lieux communs. Déjà c'est un lien pas très, je trouvais pas très fort dans la famille. Ouais. Tu comprends pas pourquoi il essaie de les sauver. Et en fait tu comprends une chose, c'est que si le héros n'existait pas, et ben ce monde tournerait mieux en fait. Puisque tu n'as servi à rien, tu n'as fait que tuer des gens en fait. Et alors le monde, je sais pas si le monde tournerait mieux parce qu'il y a quand même cette histoire en filigrane de le CTOS, l'espèce de c'est un mec brotherien et tout, qui finit par kidnapper ta famille. Donc si tu n'avais rien fait, en fait, ça serait mieux. C'est du niveau d'écriture de Rivière Pourpre. Hein. Mais moi surtout ce qui m'a vraiment ennuyé, c'est le film. Tous les personnages secondaires sont des stéréotypes ambulants. La meuf hacker qui t'aide, c'est Lisbeth Salander de la trilogie Millennium. Enfin, et tout ce qui leur arrive, tu le vois arriver à des kilomètres. C'est tellement mal foutu. Ouais. Et c'est pour ça que pendant que je jouais à Watch Dogs, j'étais un petit peu désemparé parce que l'écriture était catastrophique. Mais je me disais, le jeu lui-même est pas si mal. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que ça me rappelle un peu le premier Assassin's Creed. Tu sens qu'il y a des bonnes idées, tu sens qu'il y a une bonne volonté derrière, mais l'exécution fout tout par terre. Putain, le premier Assassin's Creed où il fallait aller se doucher entre deux passages dans le passé, mais c'était nul. C'était horrible. Ça, c'est le gros problème des premiers Assassin's Creed, c'est que tu ne joues pas Ezio, tu ne joues pas Altaïr, mais tu joues un connard qui se téléporte dans la peau de ses ancêtres. Et tu joues attends, c'est quoi déjà son prénom à ce Desmond. Desmond, ce douchebag. Genre le mec il ne sert à rien et évidemment c'est le problème, c'est que dès que ça essaye de trop écrire, je pense que ça loupe sa cible. Et là en ce moment je suis en train de donc j'ai fini Primal qui a vraiment très léger en écriture, une narration assez soignée parce qu'en fait ils ont essayé d'expurger au maximum les séquences narratives pour laisser un peu l'histoire se raconter par rapport aux gens que tu rencontres, ce qui est pas con du tout. Et ils ont refait un peu cette stratégie pour The Division. The Division, c'est une histoire contexte quoi. T'es à New York, il y a eu un virus et t'es à New York pour shooter les rioteurs et tout ça. Il y a pas besoin, les gens disent oh là là le scénario il tient sur du PQ. Non, c'est vraiment un jeu contexte quoi. Mais tu vois, il y a des gens qui regrettent le méta des premiers Assassin's Creed, il y a des gens qui aimaient bien. Alors bon, je comprends pas trop, mais je trouvais ça épouvantable. Mais l'évolution naturelle... Celui du 4 était assez intéressant, je trouvais. Ouais, celui du 4, mais c'était chiant à jouer. Ouais, non mais il durait que 30 secondes en fait. Et il se moquait. Plus longtemps que ça, hein, si t'essayais vraiment de comprendre les tenants, les aboutissants. Honnêtement, moi je trouvais ça assez rigolo parce que t'étais dans une entreprise qui est une méta-incarnation d'Ubisoft, et t'avais les employés qui s'envoyaient des mails pour et je sentais que les mecs se moquaient aussi du propre système, je pense. Et genre tu sens que
les développements sont très compartimentés chez les jeux Ubi. Genre, il y a ceux qui font le méta, ceux qui font le jeu lui-même, ceux qui font les jeux sur tablette. Enfin, tu vois. Mais le méta, pour moi, je le voyais. Et tu sens que ça a été fait à part et que les gens ils se sont bien moqués un peu du système, quoi. Ouais, le méta, pour moi, je le voyais évoluer, si tu veux. Pour moi, il aurait fallu que, au bout de quelques épisodes, ton Desmond, là, bah, ça devienne un vrai assassin qui ait les capacités de tous ses ancêtres dans le passé et qu'on ait un Assassin's Creed où, finalement, ça se passe à une époque contemporaine et ce qu'aurait pu être Watch Dogs au final. Et là, on en terminait avec l'histoire de méta, de Desmond et tout le bordel. Mais même ça, ils sont pas allés au bout parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être que ça saoulait les gens. Et du coup, bah oui, à un moment, l'histoire avec Desmond, elle s'arrête là, hop, terminé. Et puis on passe à autre chose. Moi, Desmond, un train pouvait passer dessus, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais pareil, mais parce qu'il était mal écrit aussi, parce que le personnage était insupportable, et puis parce que c'était inséré au burin. Putain, Assassin's Creed Révélation, tous les passages méta, c'était des espèces de puzzles à la 3e personne où tu faisais apparaître des plateformes. Et le truc le plus affreux, c'est que les seules révélations que tu pouvais avoir, à savoir l'explication de ce qui se passe à la fin de Brotherhood, parce que t'as quand même un cliffhanger de fou à la fin de Brotherhood où tu comprends pas ce qui se passe. Les seules révélations, elles sont dans un DLC, et le DLC, c'est du méta comme ça, une espèce de first-person platformer avec des puzzles dégueulasses, injouables. C'était horrible. Je tiens à ajouter, moi qui te connais, pour nos auditeurs, que tu as quand même poussé le vice à jouer au jeu de tablette de Assassin's Creed Unity. Oui, j'ai terminé et c'était horrible aussi. Et en fait, je l'ai fini peut-être une semaine avant que Ubisoft débloque tout parce que il fallait faire parce le que jeu les tablette. gens engueulaient, quoi. Bah ouais, il fallait le jeu tablette parce que sinon, bah oui, mais on peut revenir sur Sinon, Unity vite fait. le coffre en bas de chez toi ne s'ouvre pas si tu ne fais pas le jeu sur tablette. Voilà, Unity, le plus gros scandale, outre les bugs, parce que les bugs, il y en a dans tous les Assassin's Creed, je t'ai dit, moi j'en ai eu plus dans le 4 limite. Ouais, mais en même temps, c'est un semi-open world, donc voilà, c'est normal qu'il y ait des bugs. À la limite, moi, il me faut rigoler. Un de mes grands plaisirs dans les jeux Ubisoft, c'est de faire glitcher les moteurs. Hein. Donc, quand j'ai envoyé un Puma dans la stratosphère dans Assassin's Creed 3 avec une mine, j'ai pleuré de rire, j'ai posé la manette, j'en pouvais plus. Ça a suffi à mon bonheur. Non, Unity, le gros problème, c'était le business model. Cette espèce de business model avec des coffres bleus que tu pouvais pas ouvrir si tu faisais pas l'appli, les coffres jaunes que tu pouvais pas ouvrir si tu faisais pas partie du programme Initiates, un programme qui n'a jamais fonctionné et qu'ils ont fini par abandonner. Mais pour te dire, le niveau de finition des mecs, Ubisoft Club. voilà, le menu Initiates dans le jeu était toujours là après 50 patchs, et quand t'allais dessus, ça te sortait un message d'erreur incompréhensible avec de l'hexadécimal. Ça leur coûtait quoi de virer le menu? Rien. Le jeu, il était patché 20 fois, ils ont jamais viré le menu. Bah voilà, c'est Ubi, quoi. Et ça, c'est malheureux. La finition, c'est pas leur truc. Écoute, alors, la finition, c'est pas leur truc, mais je trouve que, d'abord, Primal, que j'ai platiné donc hier, je trouve qu'il s'en sort très bien parce que c'est un univers clos, c'est un FPS. Je tiens à préciser aussi que c'est mon premier Far Cry de ma vie. Et à la rigueur, je m'en foutais jusqu'à ce qu'un pote me dise qu'en fait, il travaillait dessus et ça a aiguisé ma curiosité. Je voulais savoir ce que c'était que Far Cry, en fait. Hein. Et est-ce qu'il faut encore que tu montes en haut d'une tour pour débloquer des trucs sur la carte? Non, il y a pas de moment montée de tour. Tu n'as pas à monter en haut des montagnes pour te synchroniser avec le monde. C'est très straightforward. Il faut tabasser des mammouths, faut tabasser des camps ennemis. Le seule chose il y a après, c'est comme tous les jeux, il y a tellement de possibilités, du genre tu peux foutre berserk les adversaires, tu peux utiliser un hibou, t'as un animal que tu peux rider ou alors que tu peux envoyer attaquer. Enfin, il y a énormément de possibilités. Et surtout, moi, c'est ce que j'aime dans les jeux Ubi, c'est qu'il y a un côté hypnotique, quoi. C'est des jeux de jauge, c'est des jeux de réticules vers lesquels tu te diriges. Et depuis, je me suis mis à The Division. Et je sais pas si tu comptes essayer Division. Alors j'y pense, mais je me dis que tout seul, je vais vite m'emmerder, donc il faut que je trouve des gens pour y jouer avec moi ici. Alors, effectivement, c'est plus rigolo entre potes. Et là, j'ai fait des parties entre potes, justement, parce que le jeu a vraiment cartonné, donc du coup, beaucoup de gens l'ont. Et moi, j'ai bien squatté déjà. J'avais un gros problème au début, puisque c'était, en fait, moi, je suis un joueur de headshot. Moi, j'aime les headshots. Depuis GoldenEye, j'ai compris que ma vie, c'était le headshot. Et j'adore les fusils à pompe. Et alors, il y a des fusils à pompe, mais alors, le headshot, tu ne peux pas headshotter les gens, en fait. Il y a pas de localisation des dégâts? Non, c'est pas exactement ça. Et bien sûr, si tu tires la tête, il y a plus de dégâts. Le problème, ou plutôt la chose qu'il faut pas oublier, et ça va surprendre, c'est que The Division est un RPG, en fait. C'est-à-dire c'est un MMORPG, enfin c'est vendu comme ça.
C'est un RPG, c'est plus un RPG qu'un shooting game. C'est-à-dire, tu vises le personnage et ça se trouve, il te faudra 1 minute de dégâts, 1 minute à lui tirer dessus pour le virer, pour le buter. Mais c'est comme dans Uncharted en hard. Et si t'es niveau 16 et que le niveau est niveau 18, tu n'y arriveras sans doute pas, parce que même à 2 niveau 16, vous n'y arriverez pas. Il faut passer des niveaux dans ce cas-là. D'accord. Et changer son armement. Et c'est un vrai RPG. Il y a beaucoup de grinding alors il y a énormément de grinding. Enfin, le niveau est primordial jusqu'au niveau 30. Après, le niveau 30, c'est le level cap, et après, ça devient un autre jeu. C'est exactement le même système que Destiny, en fait. Destiny, qui est peut-être plus confortable. Destiny, qui est vraiment plus confortable à jouer. Destiny, il essaye vraiment de faire une expérience de jeu smooth. Je sais pas si t'as fait ce Destiny. Non. Et je trouve qu'il y a moins d'aspect social que dans Destiny. Mais par contre, l'ambiance ici, c'est quand même New York. Tu traverses Madison Square, tout d'un coup t'es dans Chelsea Village, et puis après t'arrives devant Flatiron. C'est super jouissif à jouer. Si tu aimes New York, et moi j'adore New York. C'est vraiment super plaisant. Mais malgré ça, je n'aimais pas, jusqu'à ce que je me rends compte, et ça c'est une appréciation très personnelle, que en fait c'est Parasite Eve 3. Et là, je m'explique, c'est que Parasite Eve est le RPG de Squaresoft, Square Enix, qui se passait à New York, et c'est un vrai RPG, c'est-à-dire les combats, quand tu rencontres un personnage, la séquence s'arrête, et puis ça devient un menu, attaquer, défendre, magie, et tout ça, au tour par tour. Vraiment classique, presque au tour par tour. Et avec de l'XP, et tu tues pas un mec d'un coup, et tout d'un coup, je me suis dit, merde, ça se passe à New York, comme Parasite Eve. Il y a une maladie qui décime New York, comme Parasite Eve. Il y a des XP à récupérer en tuant des ennemis comme Parasite Eve. Tu dois buter des gens et il faut passer des niveaux, sinon tu n'y arriveras pas, comme Parasite Eve. Et globalement, à part le fait que ça soit pas une jolie fille, une blonde aux cheveux courts, c'est pour moi, c'est comme si c'était un Parasite Eve Gaiden. Et tout d'un coup, le moment où j'ai compris ça, j'ai fait ah putain, c'est génial. Et du coup, j'y prends un vrai plaisir. Je suis à un niveau assez avancé maintenant. Et je pense continuer un petit bout de temps quand même. Voilà. Et je te recommande vraiment. Enfin, après, est-ce que tu aimes les RPG, les shooting RPG, quoi? C'est vraiment ça la question. C'est une bonne question, parce que moi j'aime bien les jeux d'action, les jeux de tir, mais shooting RPG, je sais pas. Je sais pas si je kifferais. Je suis pas fan de XCOM par exemple. Après c'est encore un peu différent, mais je sais pas, t'as joué à XCOM les récents? Non, j'ai pas fait XCOM. C'est plus tactical XCOM de ce que j'en ai vu. Après je me suis pas trop penché non plus. Pourquoi pas? Écoute, je sais pas, on verra quand j'aurai terminé Far Cry 4, parce que ça va encore me prendre un peu de temps, Far Cry 4, parce qu'il souffre du syndrome Ubisoft. Tu commences le jeu, on te dit tiens, tu peux arracher cette affiche, et là tu arraches l'affiche et ça te dit ouais, 1 sur 150. Et tu pleures et t'es dégoûté, quoi. Ah, donc, tu as récupéré une cocarde, 1 sur 46. Ouais, voilà. Là, et figure-toi que j'ai l'impression qu'ils sont plus... Figure-toi que je trouve qu'ils sont beaucoup plus gentils qu'avant, en termes de... ils sont beaucoup plus gentils dans tout ce qui est succès, jauge qu'avant, parce que par exemple, je t'ai dit, j'ai platiné Far Cry Primal, mais il n'exige pas que tu fasses les 170 trucs à collectionner de la carte, il y en a 180. Tu peux en faire juste 80. Je crois qu'ils ont compris qu'il y a une barre au-dessus desquelles il y a un moment où les gens en ont marre. Et les gens en ont marre. Et moi, combien de fois j'ai commencé un Assassin's Creed en me disant waouh, tous ces trucs sur la carte, je vais tous les faire. Et moi, je suis pas comme toi, genre je m'acharne pas. Une fois que j'ai fini l'histoire, je fais OK, c'est bon. Et genre ça m'a fait ça pour Syndicate, hein. Mais tu vois, sur Unity, je me suis acharné parce que j'ai kiffé le jeu, et sur Syndicate, j'ai pas aimé le jeu, et je me suis quand même acharné à le finir, et je sais toujours pas pourquoi. Ça fait partie de ces mystères de l'univers. Mais Far Cry 4, je sais que je m'acharnerai pas à le finir, parce que, putain, t'as les masques, les lettres, les posters, t'as les tours où il faut monter, t'as tellement de trucs. Essaye Primal, il faut juste choper un mammouth, c'est trop bien. Mais j'essaierai Primal, et d'autant plus que, c'est mon petit secret, c'est que Far Cry 4, j'essaye de faire comme j'ai fait le 3, tout en stealth, tout en furtif, en utilisant au maximum l'arc, sauf quand on t'impose d'utiliser une arme à feu, et ça devient assez costaud là. Je suis quasiment à la fin de Far Cry 4, et tout faire à l'arc, ça devient très très dur.
mais c'était mon petit plaisir dans le 3. Le 3 m'a vraiment donné beaucoup de plaisir. Le 4 est beaucoup trop similaire et vachement moins bien écrit, je trouve, ce qui est vraiment dommage. Et puis il sombre un peu beaucoup trop dans la collectionnite. Bon, on peut quand même dire qu'on est des joueurs Ubi en fait. Mine de rien, parce qu'on a joué, je veux dire, à part Just Dance et Lapin Crétin. Et Lapin Crétin, je veux dire, on couvre quand même les actus Ubi là. J'ai les 2 Rayman qu'un jour je ferai. Enfin, les Rayman, j'ai tout acheté sur Good Old Games et je veux faire les anciens avant de faire les nouveaux. Donc manque de bol, j'aime pas le premier, donc ça aide pas. Mais bon. Bon, et globalement, on peut dire que Bolloré, on est Team Guillemot quand même. Ah, mais Team Yves, bien sûr. Ah ouais, moi, si je peux continuer à écouter Yves parler en anglais à l'E3, toute ma vie, je veux ça. Bah, et surtout avec Aïcha. Mais Aïcha Tyler pour toujours. Ah non, mais vraiment. Non, finalement, c'est une compagnie qu'on aime un peu bien. Mais oui, il faut vraiment prendre les jeux au cas par cas. C'est une compagnie sur laquelle on aime bien taper parce que c'est un peu un marronnier, parce que leurs jeux, tu sens qu'il y a de l'intention, tu sens qu'il y a de la bonne volonté. C'est les mecs qui sont toujours là à essayer de soutenir les nouvelles machines. Il y a clairement des gars bien derrière. Voilà, ouais. Ubi, moi je peux pas détester Ubi parce que c'est une boîte qui essaye vraiment des trucs. Et derrière leurs jeux, même quand ils sont un peu pourris, j'arrive quand même à prendre du plaisir à y jouer. Donc non, je peux pas. Ubi, ça reste quand même une boîte qui je trouve est réglo, quoi. Ouais. Comme disait Mickey dans Rocky, la pire chose qui puisse leur arriver, c'est de s'embourgeoiser. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. After Eight, on est des bâcheurs, on est peut-être des haters, mais alors, en fait, After Eight est un titre trompeur. On aime aussi des trucs, on aime recommander des films qu'on aime, on aime les séries, on aime les jeux, et donc, une fois par épisode, on fait une reco. Alors, mon ami Quix, quelle est ta recommandation de la semaine? Alors, ma recommandation, c'est un comic book qui s'appelle Punk Rock Jesus. Pas nouveau. Pas très nouveau, mais dont j'ai entendu parler grâce au sémillant Joe Hume dans Comics Outcast, qu'on salue. Yep. Donc, Punk Rock Jesus, c'est un bouquin d'environ 200 pages, en noir et blanc, scénarisé et dessiné par Sean Murphy. Sean Murphy, qui était dessinateur de Joe the Barbarian avec Grant Morrison, que tu as croisé, je crois. J'ai croisé les deux, j'ai croisé Sean et Grant Morrison. Voilà. Et Sean est très beau gosse, donc je me méfie de lui. Et très gentil. Je plaisante pas madame. Ouais. Et donc le pitch de Punk Rock Jesus, c'est une émission de réalité télé qui veut cloner Jésus en utilisant de l'ADN trouvé sur le Saint-Suaire pour ensuite suivre l'enfance du gamin devant les caméras. Voilà, bon, l'idée de base est pas idiote, hein. Cloner Jésus comme on a cloné les dinosaures pour Jurassic Park, pourquoi pas. Ce qui est très très intéressant dans le comic, c'est que déjà c'est d'époque, parce que y a un propos sur le clonage qui est assez intéressant, avec une toubib qui finalement fait ça plutôt bon gré mal gré. Elle a pas tellement envie, mais derrière l'émission de télé va lui financer ses recherches sur une algue qui lui permettrait de sauver l'environnement, de régler le problème du dérèglement climatique. Donc elle le fait quand même. Sur toute, il y a un côté sur la rédemption, sachant que le vrai personnage principal, c'est pas forcément le clone de Jésus qui s'appelle Chris, d'ailleurs Jésus-Christ, hein, jeu de mots. Non, le vrai personnage principal, c'est un ancien terroriste de l'IRA, qui a eu une enfance un peu compliquée, on va dire, qui ensuite a fait de la tôle et donc se retrouve responsable de la sécurité pour l'émission de télé-réalité, et qui finalement cherche dans cet enfant, dans ce clone de Jésus, le Christ rédempteur, qui lui permettra peut-être de trouver une sorte de salut. Ça parle aussi évidemment de la religion et tout ce qu'elle implique. Il y a un groupe qui s'appelle les NAC, les New American Christians, qui sont une bande de maboules, comme on peut en trouver des dizaines aux États-Unis, fort malheureusement, mais qui sont dont tu veux faire partie. Hein. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais qui sont tristement d'actualité ces jours-ci, parce que voilà, la religion revient en force avec tous les clivages que peuvent apporter les différents candidats républicains en ce qui concerne le racisme, le repli sur soi, tout ça. Et enfin, sur la télé-réalité elle-même, avec une prod qui va aller assez loin, moi je repense toujours à cette idée de John DeMol, le fondateur d'Endemol,
aux Pays-Bas qui avait dit un jour que si légalement il avait le droit de tuer un mec devant une caméra, bah il le ferait pour l'audience. Et ben Punk Rock Jesus parle aussi de ça. Les dessins défoncent, l'histoire est vraiment chouette. Et c'est un bouquin qui fait donc 200 pages, qui est lu en 2-3 heures max, mais qui vaut largement son prix, qui est donc ma recommandation. Ça, je peux que plus soyer, là je suis en train de feuilleter mon exemplaire que Sean Murphy m'a fait un petit crowbar dedans. Et c'est vraiment beau, c'est super vraiment dynamique. Alors, et c'est très rough, c'est ça que j'aime avec son... Ouais. C'est presque du croquis ancré directement. C'est du croquis ancré, beaucoup d'encre de Chine, beaucoup d'aplats noirs, mais c'est très chouette. Il y a un côté un peu manga, mais un côté manga un peu brut de décoffrage. Clairement. Genre, ce serait du Terada, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment chouette. C'est Terada, très bonne comparaison. Ouais. C'est vraiment énergique comme du Terada. Et puis comme tu t'en parlais juste avant, Joe the Barbarian, c'est aussi un autre très bon truc à découvrir. Très chouette bouquin aussi. C'est l'histoire d'un gamin qui est atteint d'hypoglycémie chez lui, et pendant 8 numéros, il va essayer de choper du sucre, et halluciner entre-temps, et c'est 8 numéros d'hallucination et un gamin qui essaye de se sauver la vie, quoi. Et là aussi c'est pareil, c'est un volume, c'est lu en quelques heures, c'est vraiment chouette. Voilà. C'est vraiment à chaque fois des trips narratifs, et c'est pour ça que c'est vraiment bien. Et toi, ta recommandation, je crois que c'est un comics aussi. Ah ouais, alors cette semaine on est full comics, et alors moi je te recommande Batman, je vous recommande à tous Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est le crossover que tout le monde attendait. Tout le monde. Ah non, honnêtement, quand tu le lis, je peux te dire, moi je n'y croyais pas, et quand tu le lis, tu te dis, c'est vraiment tout ce que je voulais d'un comics sans jamais oser le demander. C'est beau comme du Freddie Williams 2, c'est écrit par James Tynion Cat, qui est un peu maintenant le go-to guy du monde Batman de DC. Il écrit beaucoup de titres Batman. Il a bossé sur Batman Eternal, je crois, si je ne me trompe pas. Et globalement, c'est à cause de Shredder débarque dans un monde parallèle, et voilà, c'est des mondes parallèles qui s'entrechoquent, et du coup, les Tortues Ninja rencontrent Batman. Les mondes parallèles, c'est un peu la solution de facilité du crossover, quand même. Évidemment. Mais c'est tellement facile, mais les situations sont tellement bien. Et il y a tellement de money shots. Je veux dire, si tu es fan d'un des deux mondes, il y a tellement de money shots géniaux. J'en citerai qu'un, en fait. C'est par exemple les Tortues Ninja arrivent dans la Batcave. Et ce qui est génial, c'est que chacun a son attitude naturelle. Michelangelo, il est comme un gamin, quoi. Il est genre, ouah, putain, on est dans la Batcave. Mais Donatello, il voit un ordinateur en forme de chauve-souris. Et Leonardo, tu vois, c'est le leader, et à chaque fois le mec respectueux. Donc tu vois, il est super respectueux avec Batman. Il l'appelle Sir, tu vois. Mais alors le concept, est-ce que dans le concept les tortues connaissent Batman avant, ou est-ce qu'il y a un côté méta ou pas du tout? Non, ils se découvrent vraiment, c'est très premier degré, mais c'est très bien écrit, et là dans le dernier numéro, tu vois, comment dire, Raphaël, c'est Raphaël qui est un peu le rebelle. Raphaël, globalement, a le caractère de Batman, si tu regardes un peu. C'est le mec taciturne du groupe, et qui est méga sérieux et tout. Et donc, du coup, le courant passe très très mal avec Batman. C'est génial. Et Batman, pour lui faire comprendre qui il est vraiment, il l'emmène dans Crime Alley, là où sont morts ses parents, et il lui explique, il lui fout la tête dans le caca, littéralement. Il lui explique qui il est, et Raphaël se met à le respecter. C'est vraiment super. Il y a des money shots vraiment superbes. Et ça te donne exactement ce que tu voulais d'une rencontre entre Batman et les Tortues Ninja. Les interactions entre les Turtles et Alfred sont superbes. Vraiment. Et le Rock Gallery, t'as Shredder qui s'allie par exemple au pingouin, tu vois. Tu pourrais pas imaginer, mais c'est vraiment super. Combien d'issues au total? Je crois que c'est en 6 numéros. Là, je viens de lire le 4e. Et donc, je suppose que ça sortira dans la foulée en France. Ouais, uniquement en floppy pour l'instant, mais un TPB sûrement derrière. Ah non, mais évident. Je veux dire, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Bah, j'attendrai le TPB. Je me suis éclaté. Et voici le 2e épisode d'After Eight qui se termine enfin. Alors, ça va, on n'a pas été trop long. Non, ça va, je pense. Enfin, tu sais, le truc avec les podcasts, j'ai compris ça, c'est que
tu te donnes une durée que tu vises et tu feras toujours 15 minutes en plus. C'est vrai. Alors, et comme nous on fait bien les choses, on fait les présentations à la fin. Quix, où peut-on te retrouver ? On peut me retrouver sur Twitter, @Quix, sur GamingSins198X, et puis sur les forums GK que je modère mollement. Ah, c'est vrai ça, j'ai oublié. Et toi, Daniel ? Bah écoute, tu peux me retrouver sur @KamuiRobotics, comme ça se prononce, sur Twitter. Et j'écris aussi pour Gamecult, pour Slate, et normalement, d'ici la diffusion, peut-être que j'ai un article pour Pixel Le Monde. Le Monde. Un truc qui me tient assez à cœur. Bien. Ouais. Et alors, on vous dit à bientôt dans notre prochain épisode. On attend vos retours, vos suggestions. Alors, et comme nous sommes débutants dans tout ça, alors nous précisons... Si au cas où ça s'entendrait pas. Non, mais c'est un nouveau gig pour nous. Surtout pour moi de hoster ce show. Ouais. N'hésitez pas à mettre une appréciation sur iTunes, on m'a dit. On essaye de penser à toutes des petites étoiles, faut mettre. Ouais, et on essaye de penser à tout, de couvrir tous les aspects du podcast. C'est-à-dire, on veut le mettre sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes. Et normalement, quand vous entendrez tout ça, normalement, ceci devrait être fait. Et on aura un site web aussi. Oui, on aura un site web, voilà, on a plein de choses. Là, on enregistre, pour être franc, on enregistre le 2e épisode. Le premier est déjà dans la boîte et normalement, à l'heure où... Ah merde. C'est pas grave. Ouais. Non ? Bon. Oh non, on est dans les conditions du direct, on coupe rien. D'accord, ok. Et puis de toute manière, c'est la fin. C'est la fin, on s'en fout, tout le monde a déjà arrêté d'écouter. Ouais. Alors, oui, en général, tu sais quoi, les podcasts, j'écoute jamais le blurb final. Et bah en fait, voilà, on devrait faire le blurb final au début. T'es le pire. Voilà. En attendant, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et salut les gars. Salut.